fait partie du parc naturel régional donc le Marais Vernier est sur le territoire du parc et notamment le parc est gestionnaire d'une réserve naturelle nationale, celle du Marais Vernier, au sein de ce marais. Je vais vous présenter une démarche et non des résultats. C'est une démarche qui est en cours et davantage pour recueillir aussi votre ressenti par rapport à cette démarche aujourd'hui ou ultérieurement. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Marais Vernier, c'est ici, au niveau de l'estuaire de la Seine, donc, comme vous pouvez le constater, avec deux secteurs, dont un qui est un des secteurs les plus bas de la vallée de Seine estuarienne. Pourquoi on s'est lancé dans une démarche trajectoire sur le Marais Vernier? C'est pour essayer de prendre en compte davantage le fonctionnement du site et dans une vision dynamique et non sur un patrimoine présent et connu actuellement, mais vraiment regarder et en essayant d'avoir un temps d'avance sur la gestion, c'est-à-dire une vision claire et partagée de l'évolution du marais pour éviter de mettre en place des opérations de gestion sur quelque chose qu'on a connu, mais plutôt mettre en place des opérations de gestion sur ce qui va se produire, du moins on va essayer. Et de là, d'avoir un cap cohérent pour la gestion pour le parc de la réserve naturelle nationale et pour tout gestionnaire du marais, avoir les connaissances pour pouvoir anticiper sa gestion. Donc on est parti sur une démarche collective parce que ça demande beaucoup de compétences multiples. Donc on a la chance au parc d'avoir des compétences en hydrologie, en pédologie, faune et flore, mais aussi en s'appuyant aussi sur des membres de notre conseil scientifique qui ont aussi des compétences variées, notamment en archéologie, en sociologie et sortir un peu des domaines biologiques. On est parti aussi sur le Marais Vernier dans cette démarche. Estimant qu'on avait une très bonne connaissance du marais et donc pouvant démarrer une réflexion de ce type. Et le premier travail qui a été à faire, c'est de se donner une échelle de départ pour savoir sur quoi on commence. Donc au départ, on était parti, donc là, les deux sites sont les sites de la réserve naturelle nationale. On était parti sur une démarche sur le marais au sud, qui est aussi appelé marais tourbeux, parce qu'on est sur un marais tourbeux. Et finalement, on a après discussion avec les membres du conseil scientifique, on a élargi ce périmètre. Le marais, ici, au sud, et reste le secteur central où on va détailler les éléments des tendances de ce secteur. Et on a ajouté des secteurs de transition, comme ici, donc on a un bourrelet alluvial et une zone alluviale. Là, vous voyez la Seine. Et puis la zone de coteaux qui fait l'interface avec le marais. Donc il faut savoir qu'ici on a un bourrelet alluvial renforcé par les hommes qui crée une digue, et ici une autoroute qui crée une digue, et ici la digue de la Seine pour la navigation. Alors après, la démarche elle a commencé en 2015. On est passé par plusieurs types de démarches, et actuellement c'est ce fil conducteur qu'on suit, c'est-à-dire d'avoir un diagnostic des facteurs les plus influençants sur le marais, donc regarder les fonctionnalités hydrauliques, regarder la pédologie et regarder aussi le contexte socio-économique des usages et des vocations des terrains. Et tout ça, à chaque fois, c'est des paramètres qui sont liés forcément à l'activité humaine qui est présente depuis le Moyen-Âge. Et donc il y a tous les forçages anthropiques durables qui vont se maintenir encore pour la période qui va arriver. Je n'ai pas parlé de période de temps. Alors on s'est donné comme démarche de ne pas avoir une démarche qu'est-ce que va être le marais à une certaine époque, sachant qu'on s'est fixé 2050. C'est plutôt quelles sont les dynamiques et les tendances jusqu'à 2050 et on s'arrêtera à 2050. Voilà, on s'est fixé pour... c'est complètement arbitraire, c'est qu'il fallait bien commencer par petit pour voir l'ampleur du travail déjà sur une échelle temporelle assez petite. C'est aussi l'échelle de temps qui avait été choisie pour le projet de prospective sur l'estuaire de la Seine par le GIP Seine-Aval. Donc on avait une certaine cohérence en termes de période de temps. Avec ce diagnostic, on va
on va devoir sectoriser l'étude pour préciser les trajectoires. Ça, au début, c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop anticipé, mais au fur et à mesure des connaissances, forcément, on a appris beaucoup de choses qu'on ignorait, ou alors qui modifient un peu la façon de voir le fonctionnement du marais. Et donc, là, ça aboutit à vraiment sectoriser les secteurs du marais central. À partir de ça, on commence à regarder les dynamiques, les différentes dynamiques et les processus qui se mettent en place sur ces secteurs, aussi bien les dynamiques physico-chimiques, hydrauliques, celles des sols, celles des végétations, mais aussi les dynamiques sociales, avec les représentations des instances sociales, mais aussi institutionnelles. De là, on a des tendances détaillées par secteur, où ensuite, par une analyse transversale de tous ces secteurs, on aura des tendances générales pour le marais, on pourra ressortir des choses plus globales. Pour donner quelques éléments du diagnostic, donc sur la formation de ce marais, vous voyez que c'est une boucle abandonnée où s'est créé il y a 5500 ans un bourrelet ici qui a isolé cette partie du marais, donc la partie sud que je présentais avant, et donc l'installation d'une tourbière. Entre il y a 4000 ans et 3500 ans, il y a eu des intrusions de la Seine et des dépôts d'alluvions sur cette tourbe. Ce bourrelet s'est ensuite refermé. Et donc, à la fermeture, après, il y a l'activité humaine qui est arrivée, qui a stabilisé tout ça en renforçant cette digue. Et puis aujourd'hui, la Seine passe ici avec, comme je vous l'ai dit avant, 3 digues différentes. Ici, une coupe qui est est-ouest sur le marais. On voit ici le dôme central. Et puis, ces dépôts d'alluvions qui sont sur cette couche de tourbe, qui est la couche de tourbe qui peut atteindre jusqu'à 8 mètres de profondeur dans ce marais. Sur la partie tourbeuse, il a été défini avec des études paléontologiques qui avaient des alternances entre des périodes où le niveau d'eau est supérieur au niveau topographique, ce qu'ils appelaient des périodes de palédification, avec des végétations qui se sont déposées, davantage peu de boisement, et surtout des roselières, des carissets, et puis des périodes dites d'assèchement où le niveau d'eau était inférieur au niveau topographique, où là il y avait davantage de milieux boisés, et puis sur les dernières époques, parce que ça a été plusieurs cycles comme ça, la présence de sphènes ou de végétation embrochée. De ça, on peut déjà sectoriser certains secteurs, donc le secteur alluvial qui est humide ici, globalement, le bourrelet alluvial ici, et puis différencier justement avec cette intrusion d'alluvions un marais sud-ouest et un marais centre-est. On aurait deux choses différentes, avec toujours cette présence du dôme, qui est un dôme calcaire, où il y a des interactions hydrauliques qui peuvent être différentes, et donc des fonctionnements qui pourraient être différents sur ces deux secteurs-là. En termes hydrogéologiques, donc on a une nappe de la craie qui passe en dessous de marais. Là, c'est en situation de nappe avec un niveau moyen. Donc voilà, vous avez cette partie-là qui arrive dans le marais et passe en dessous le marais pour se jeter dans la Seine. En situation de nappe avec un niveau haut et un phénomène de pression, il y a forcément une poussée des eaux qui provient du coteau. Pour revenir sur la partie vraiment centrale de l'étude, vous voyez ici que c'est un marais qui est géré hydrauliquement de manière commune, avec juste une sortie, le canal Saint-Aubin, il y a une sortie principale, un vannage aussi qui régule le niveau d'eau. Et donc là vous voyez en rouge le réseau principal de drainage et de régulation hydraulique, et puis tous les réseaux secondaires qui ont été développés à travers les époques. Donc une barrière ici au nord, une barrière qui fait le tour au sud et quelques éléments centraux. Donc là c'est un schéma un peu compliqué, mais donc là on est sur le coteau avec la nappe de la craie qui passe en dessous avec quelques possibilités de sortie. Et puis ici, le niveau piézométrique de cette nappe, qui ici est au niveau du sol, voire selon les secteurs, elle est artésienne, elle est au-dessus du niveau du sol. Et puis après, quand on est sur la partie, donc là il y a la digue, on est sur la partie alluvionnaire, on est en dessous du niveau du sol, et bien il y a une sortie privilégiée par le canal Saint-Aubin. Donc cette nappe, elle est vraiment sous pression, et puis après on peut rajouter des phénomènes d'évapotranspiration, de ruissellement, en termes d'entité hydraulique. Je passe vite sur tous les éléments de connaissance
pour pouvoir vous présenter la démarche. Donc, par-dessus la sectorisation qu'on a commencé à faire du point de vue hydraulique, on maintient la carte que je vous ai présentée avant, mais il y aurait un secteur vraiment différent, avec le secteur qui est courtile, donc c'est ce qu'on appelle ces parcelles en lanière tout autour, avec vraiment une coupure hydraulique ici, et puis un fonctionnement différent. Il y a des sources ici et beaucoup d'exurgences de nappes ici qui donnent un fonctionnement hydraulique complètement différent avec les secteurs centraux, avec toujours les différences ici, où ici la nappe est artésienne une bonne partie de l'année, ce qui n'est pas le cas à l'ouest, sans doute dû avec cette couche d'alluvion qui est en plein milieu et qui peut modifier le fonctionnement des circulations des eaux, surtout si elle est connectée avec la Seine derrière. C'est une couche qui est vraiment en profondeur. Et puis il y a aussi un facteur différent, c'est qu'ici on a une couche de tourbe beaucoup moins épaisse qu'à l'ouest où il n'y a pas ces coupures d'alluvion. En termes de vocation des terrains et de contexte socio-économique, alors je vous passe, on a aussi des éléments sur les représentations sociales et des paramètres complètement sociaux. Là, ce qu'on peut observer, c'est donc une urbanisation croissante sur le pourtour du Marais, une zone au nord alluvionnaire où il y a beaucoup de cultures, donc le jaune, un secteur ici dans le Marais qui est majoritairement agricole avec élevage et foin en vocation, donc tout ce qui est vert, et puis un secteur en orange qui est non agricole et où se sont développés ici en orange une activité de chasse, du gros gibier ou d'oiseaux d'eau. En pédologie, on a identifié aussi différentes choses. Donc, en surface, donc globalement, on aura des histosols qui sont recouverts d'une eau, c'est-à-dire qu'on a vu donc de la bibliographie en faisant quelques études sur la réserve, un recouvrement d'alluvions, donc ici qui peut faire 40 cm avec de l'argile, des lignons et parfois du sable, et un sol ici qui est alcalin. Alors qu'on est dans l'étude de la tour en dessous, on a remarqué qu'elle était très riche en ions et elle était salée, même très salée. Et alors que ici, cette couche-là ne l'est pas. Donc on a vraiment une colonne de tourbe, du moins sur ce qu'on sait sur les parties supérieures, qui est salée. Elle est majoritairement en état moyen, c'est un histosol mésique, donc on a bon état fibrique, mésique et saprique pour le mauvais état. Donc là on a un sol qui est très tassé, minéralisé, mais qui selon la granulométrie peut être défini comme mésique globalement sur les deux sites. En termes de pH, ce qu'on a pu constater sur le pH des sols, c'est que là où il y a un recouvrement, on a un pH alcalin. Là où on n'a pas de recouvrement, on a des légères différences. Donc à proximité des urgences de nappe, on a un pH neutre à alcalin. Plus on s'éloigne, plus le pH descend. Et après cette coupure hydraulique dont j'ai parlé, on arrive à des pH qui peuvent atteindre 4 ici. Ici, étant proche des sources et de la Grand-Mare, on n'atteint qu'un pH qui est plutôt neutre. Donc on peut définir déjà sur ce qu'on connaît 3 secteurs pédologiques avec un centre tourbeux acide et salin. Ici, une zone tourbeuse neutro-alcaline, où le sel, là, il n'a pas été testé, mais vu les arrivées de nappes, on peut se douter qu'il soit même salin, voire pas salin. Et des alluvions sur cette tourbe saline et alcaline. Et un sol qui est alcalin en surface. Je vais passer vite, mais forcément là c'est un contexte, mais il y a les dynamiques de tout ça. Donc la dynamique des sols, c'est surtout avec l'abaissement du niveau de nappe, avec la gestion du vannage majoritairement, et le réseau le réseau de drainage qui intensifie cet abaissement de nappe. Et donc forcément ça amène une minéralisation, un tassement, une compaction du sol, donc un abaissement du niveau du sol. Un abaissement qui est constaté depuis toujours et qui continue encore aujourd'hui. En termes de dynamique des contaminants, on a pu prendre des mesures au niveau des sources et constater que le niveau de nitrate a augmenté bien plus que celui de la Seine qui lui descend, et avec des niveaux, donc là ici 30 mg par litre de nitrate qui sort à la source, donc sur le secteur des coursives. Ça a un impact très important sur la dynamique prochaine. On ne sait pas s'il y a une baisse annoncée, car on ne sait pas d'où proviennent ces eaux,
depuis combien de temps elles sont rentrées dans le réseau karstique, mais en tout cas, on a des hauts niveaux de nitrate qui rentrent. En termes de dynamique, donc il y a les végétations, donc il y a le cycle que vous connaissez tous avec des strates basses et avec une dynamique vers les boisements avec un retour possible sous certaines conditions. Et donc là, sur les tours, donc désolé pour le portable n'a pas pris la photographe, mais donc là on a la dynamique sur les systèmes tourbeux avec des phénomènes possibles d'ombrotropie, avec des bombements à sphère et la dynamique qu'il y a sur ce type de milieu, ou alors sur des phénomènes d'assèchement, on a des tourbières dégradées, donc la dynamique. De là on peut définir tous les types de végétation en termes de dynamique et puis sur quel type de tourbe en conditions d'ombrotropie ou d'assèchement. Je reviendrai là-dessus. Les premiers enseignements de la trajectoire qu'on a sur ce diagnostic, c'est déjà sur l'apport de connaissances. On s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas si bien que ça le marais, qu'il y avait encore beaucoup de choses à définir. Et pour passer vite sur tous les enseignements, ça a déjà pu être intégré dans les réflexions sur le règlement d'eau qui définit la cote du vannage pour la préservation de la tourbe avec les états des tourbes et puis les fonctionnements hydrauliques qu'on a sur le marais. Donc il y a déjà eu une élévation du niveau qui est annoncée pour le niveau du marais. À partir de cette sectorisation, on peut définir à travers tous les processus qu'on a pu identifier quels sont les manques pour gérer les milieux afin d'avoir une diversité potentiel maximum, et puis définir la place sur les espaces naturels protégés. Donc la sectorisation, on l'a définie. Là, je vais vous présenter rapidement, même voir très rapidement vu le temps qui me reste, le centre tourbeux acide et pas les autres secteurs. Donc là, vous avez une petite photo aérienne où il y a le site de la réserve. Et donc vous voyez qu'ici, il y a des pratiques de gabion avec des parcelles prairiales à côté. Et puis tout ce que vous voyez là, quasi exclusivement ce sont des platières. Voilà. Et puis quelques éléments boisés où il y a la chasse au grand gibier sur les boisements pleins. Au niveau du centre tourbeux, donc on a plusieurs processus qui se mettent en place sur des tourbières dégradées qui ont des épaisseurs assez conséquentes qui font que le calcaire qui est en dessous doit mettre 8 mètres à monter et donc percer en conditions globales, une augmentation du niveau d'eau. Je n'ai pas parlé, vous en avez déjà entendu parler, mais il y a une augmentation du niveau d'eau de l'estuaire et donc une pression de la nappe en dessous. Ça peut être de 30 cm minimum jusqu'à 2050 et c'est même 1 mètre à 2100 selon les premières estimations. Sol salé, la déviation hydraulique dont on parlait au niveau des courtils. Et puis après, en termes de socio-économique, c'est la création d'un entretien de dépression pour la chasse, la gestion pour le milieu très ouvert autour de ces mares à gabion et puis le maintien d'un boisement plein. On peut ressortir de ça qu'il y a des bas-marais acides possibles dans des dépressions non drainées, piétinées, comme c'est le cas actuellement où il y a parfois des platières où il y a des petits drains à l'intérieur qui sont aussi parfois piétinés par des animaux. Une ombrotropie possible sur des terrains acides qui sont tassés et qui, selon les conditions de quantité d'eau et de qualité d'eau, peuvent créer des bombements à sphène, et c'est déjà observé actuellement. Et puis des gestions sur des terrains plus humides, avec une déprise agricole sur le territoire, donc trouver une gestion agricole qui peut évoluer pour répondre aux enjeux. Ce qu'on peut voir, c'est un manque d'outils de gestion sur des terrains amphibies, des gestions agricoles spécifiques nécessaires qui peuvent venir en soutien des chasseurs quand ils veulent maintenir un milieu ouvert, et des processus des végétations non favorisées ou parfois mal vécues, c'est-à-dire les dynamiques de fourré ou de formation de boisement qui sont pas du tout favorisées, et puis une quiétude qui est moyenne avec la pratique de la chasse. De là, je reprends le tableau de départ, on voit qu'on peut trouver. Donc ici, c'est des milieux qui sont favorisés par les usages déjà présents. En vert, c'est ceux où les usages déjà présents ne prennent pas trop en compte et que la place de l'espace naturel protégé peut se faire. Donc c'est surtout sur les ourliers herbacées et forêts. Après, il y a d'autres responsabilités sur les autres secteurs. Et puis, il y a un manque d'outils de gestion. Donc soit une filière agricole avec des animaux adaptés, une filière plutôt rustique, ou alors des engins amphibies adaptés pour gérer ces secteurs-là, des choses qui sont absentes aujourd'hui. Ça, c'est juste un comparatif à ce qu'on faisait avant.
Donc favoriser un milieu ouvert pâturé, donc qui est amené aussi à avoir des sols pas trop engorgés, donc l'exclusion de ces milieux-là qui ne sont pas encore observés ou très peu. Et puis, et on voit ici le décalage selon cette démarche où on irait vers, en complémentarité avec les autres usages, à des ourlets. Donc je passe vite pour la fin, mais en gros on en est à cette étape-là, c'est-à-dire par secteur de définir les processus futurs et puis la place de la réserve sur ce secteur-là. Et clairement, on pourra répondre à ces questions que je vous ai posées au début, donc je ne vais pas le faire là tout de suite pour passer vite. Clairement, les gros apports, donc en plus d'intégrer dans les réflexions actuelles de gestion, c'est aussi un changement d'échelle de réflexion complet par rapport à la gestion avant, et puis se comparer à des tourbières de même fonctionnement. Cibler les efforts et l'importance de la pédologie et des sciences humaines qui était un peu le parent pauvre avant, et prendre du temps pour tout ça. Les limites, c'est les échelles spatio-temporelles, on n'a pas les mêmes niveaux de connaissances sur les différents paramètres, et puis la précision des données, il nous manque encore beaucoup de choses pour définir finement la trajectoire. Donc la suite, c'est d'animer tout ça, le finir, et de pouvoir animer ça auprès des locaux, et d'intégrer ça dans les documents stratégiques et de planification pour une gestion plus commune du marais et pas juste chaque partenaire a sa vision des choses, sachant que c'est un document qui sera de toute façon évolutif. Vincent Lejeune, je suis créateur du bureau d'études Cartoa. J'ai réalisé la cartographie d'habitat de toutes les zones prairiales du site Natura 2000 de Seine, notamment au Marais Vernier pour le bureau d'études biodiversitaires en 2009. J'avais quelques remarques parce que traditionnellement, la prairie du Marais Vernier, c'est une prairie, je ne citerai pas le nom latin parce que je ne suis pas assez concentré, c'est une prairie ascorzonnaire et circium 17. Et on avait été, à l'époque, j'avais été un peu perturbé parce que si on regarde les relevés de base de cette prairie toureuse, ascorzonnaire et circium 17, on avait énormément d'hydrocotyles dedans. Alors on a été voir les tableaux de description de cette prairie, mais il n'y a pas trop d'hydrocotyles, il n'y a même jamais d'hydrocotyles. Et donc ça pose des questions, je parle aussi en présence de M. Lecoq qui est là, donc on avait discuté aussi, donc on avait évoqué ces phénomènes de minéralisation de la tourbe. Et pour moi, la présence de l'hydrocotyle, parce que la présence de l'hydrocotyle fait référence à une autre association, qui est l'hydrocotyle rouge-acétone, qu'on a vu hier, par exemple. Et on trouve aussi, entre les courtis et le bourrelet, on trouve des grandes parcelles. On a trouvé des communautés basales qui étaient très dures à interpréter, à Jolcus, à Cutiflorus et aussi hydrocotyle. Il y avait quasiment des parcelles d'1 hectare avec que de l'hydrocotyle et du jonquille. C'était un peu curieux, mais c'est plus trop du tourbeux. Et donc ça fait penser à la remontée de la flotte. Et donc il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue phytosociologique. Enfin, pour moi, il se passe sur cette histoire de remontée des eaux qui doit être observable. On ne trouve plus exactement cette prairie à Circe et Scorzonnaire. Et d'autre part, il y a dans le tableau, vous citez le Jonc-Seignon à Cutiflori, qui est la sous-association des prairies tourbeuses, mais il y a aussi des prairies du manteau-jonction qui sont présentes, qui est la prairie à Pulicaire et Joncus inflexus, qui est une prairie qui est classée dans une autre classe, qui n'est pas classée dans les prairies tourbeuses, mais dans les prairies plus minérales. Mais cette prairie, à l'origine, telle qu'elle est décrite par De Foucault, c'est une prairie paratourbeuse, on l'oublie souvent. Le tableau de base de cette prairie à Pulicaire et Jonc-Bloch, c'est une prairie paratourbeuse avec Caresistance, Valeriana dioica, etc. Voilà, donc on peut rajouter aussi une prairie du manteau-jonction, notamment dans la réserve naturelle, pas dans celle des courtis, mais dans celle qui est très pâturée. Oui. Et donc on est bien dans le Si je peux répondre, là j'ai présenté un tableau qui était sur tourbe et les secteurs dont vous parlez, en fait, on s'est rendu compte que c'était des secteurs recouverts par les alluvions. Et donc progressivement cette couverture perd de profondeur et on passe justement de cette végétation des agrocietea
à une végétation soit de l'hydrocotyloge encétum, soit une dégradation par assèchement de cette association-là, soit du jonc-saignant acutifleuri, qui lui est aussi une dégradation par minéralisation, et donc avec on pourrait avoir des choses très intéressantes aussi dans cette prairie-là, mais clairement, si dans la réflexion pour avoir un habitat sur tourbe, eh bien, ces végétations-là qui sont les plus patrimoniales, je ne vous ai pas dit, mais ce qui est en gris, c'est ce qui n'est pas présent, ce qui est souligné, c'est des habitats communautaires. Voilà, donc, en tout cas, là, on peut spatialiser et comprendre pourquoi ces végétations-là et du coup, quels sont les potentiels sur chaque secteur dynamique, qu'est-ce qui va s'y développer en prenant en compte les dynamiques aussi des paramètres abiotiques du secteur. Ouais, c'était pour dire qu'à l'époque, on avait remarqué que quelque chose se passait. Et bien, cette démarche, la phytosociologie, c'était un peu déstabilisant. Cette démarche, elle permet justement de comprendre pourquoi ces cortèges s'organisent de cette manière et puis savoir si on a une possibilité de les maintenir ou pas, ou de les restaurer. C'est le cas pour cette partie sur Tourbe-Acide où avec les nombreuses platières et les étrépages, les curages qui se font, on remet à jour une tourbe qui est de meilleure qualité, avec un niveau d'eau qui était aussi suffisant, et des végétations qui peuvent reprendre une dynamique autre que celle qui pouvait se développer sur des terrains dégradés. Tu as en partie répondu, donc Gérald Dulon, Penascar Pesco. Les tableaux donc, des habitats, est-ce que vous avez fait déjà des prévisions, qu'est-ce qui pouvait arriver en fonction des phénomènes de dégradation? Parce que là, tu as surtout montré qu'est-ce qu'il fallait faire pour les maintenir. C'est un oui. Alors, et quelle perte ou pas on devra enregistrer, ou alors quel lien, peut-être que d'autres habitats aussi patrimoniaux apparaîtraient. Là, on n'est pas en train de regarder, oui. Tout simplement, ces habitats sur Tourbe-Acide, si on les assèche, eh bien, on va arriver sur ces choses-là. C'est des choses qu'on observe selon les niveaux topographiques du sol, ou ce qu'on peut voir sur des dépressions ou avec un régime hydraulique particulier. On peut voir ça. Ça aussi, on le fait parce qu'on a observé dans des boisements la formation de sphaignes qui de mouvements sur des horizons de tourbes très tassés. Donc il y a vraiment une coupure et un fonctionnement lobotrophique qui s'active. Et donc là, on voit qu'on observe ce type de boisement très peu de fois sur le Marais Vernier, sachant que cette partie-là est absente ou alors avec quelques espèces en relique sur le secteur. Oui, ces processus de dégradation, de création de mouvements ou alors présence d'assèchement avec la régulation hydraulique qui a eu lieu sur tout le secteur, on le voit. On voit aussi les processus de dégradation aussi sur ces étrépages ou dans les fossés où on remet en des horizons fibriques ou de meilleure qualité, seulement avec le piétinement ou alors parfois avec juste les ruissellements de surface. Eh bien, il y a des dépôts de particules plus fines et donc on voit des petits horizons de sapriques qui se développent par-dessus. Et donc ça, avoir les cortèges qui se redéveloppent dessus ne sont pas toujours optimales. Après, on fait aussi avec les particularités du sol. Dedans, il y a des particularités chimiques de la tourbe où on ne pourra pas avoir des espèces comme on peut voir dans des tourbières plus loin en aval de la Seine, parce qu'on est en contexte en fait avec du sel et des tourbes saturées en ions. Rémi François, conservatoire de Bailleul, antenne Picardie, superbe exposé, oui, bravo. Question, est-ce que c'est possible en 30 secondes d'expliquer le phénomène d'acidification de la tourbe dans la partie centrale, sachant que l'alimentation est essentiellement alcaline? Je connais trop mal le Marais Vernier. Alors, déjà on a l'apport de calcaire arrive par les exurgences ici, par le réseau hydraulique. Et il y a une grosse rigole ici qui collecte et qui apporte les eaux ici. Donc déjà on a une coupure avec les eaux de surface qui arrivent. Aussi, il y a ici 6 mm de tourbe, donc toute la nappe calcaire qui est en dessous, le temps qu'elle traverse tout, elle a aussi perdu des particularités chimiques. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'au niveau topographique, ici on a des zones un peu plus hautes, ici c'est très bas, c'est une chenale et ici c'est très bas. Et donc les inondations se font moins ici sur des eaux avec la remontée de nappes ou alors la submersion par le réseau hydraulique. Mais cette zone-là, quand elle subit ces inondations, c'est très court par rapport en fait, à l'apport de la pluie qui arrive sur ces secteurs-là. Donc il y a des processus d'acidification
dû à tout ce contexte-là. Et puis il ne faut pas oublier, on a regardé aussi le contexte atmosphérique avec tous les dépôts atmosphériques. Alors, de manière globale sur la France et l'Europe, mais clairement c'était dans une tendance d'eutrophisation et d'acidification des sols. Donc il peut y avoir un facteur qui joue en plus avec les pluies qui arrivent sur ces secteurs-là, qui sont parfois en surface peu alimentés par ces eaux calcaires et l'eau de la nappe calcaire du dessous. Donc vraiment, la coupure hydraulique, je pense, joue un rôle, même si on voit qu'ici, ça baisse un peu, on a des cortèges quand même acides en fond de courtis ici, le courtis étant plus long. Après, il y a des phénomènes qu'on ne saisit pas. Par exemple, ici, il y aurait des remontées d'eau calcaire avec le dôme de craie. Il faut voir le fonctionnement souterrain. Mais clairement, après les végétations qu'on observe, on n'a pas d'espèces alcalines sur ces secteurs-là, avec des pH de 4, vous pouvez bien imaginer.